Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je voudrais vous saluer de façon particulière. Je vois la grande mobilisation que vous avez faite, malgré vos multiples préoccupations. Et je sais que beaucoup ont laissé des dossiers sur les tables pour être là. Ce n'est pas facile. Et je crois que ce gouvernement fait preuve d'une solidarité exceptionnelle. Et la présence assidue aux différentes cérémonies pilotées par un de leurs collègues est une marque de solidarité gouvernementale que j'apprécie à sa juste valeur. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux, les conseillers, les chargés de mission du président de la transition, vous savez, ils sont là discrètement. En réalité, in fine, c'est à partir de leurs opinions et des décisions du président que le Mali est orienté. Parce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'actuellement, dans la nouvelle façon de faire au Mali, toute question qui nous parvient est d'abord analysée par le ministre sectoriel. Ensuite, le Premier ministre et ses collaborateurs. Et in fine, c'est la cellule stratégique du président qui est composée essentiellement de ces conseils spéciaux qui mettent le point final à toute grande orientation de la République du Mali. Et ce qui me fait dire souvent qu'au Mali, ce qui a changé, quand nous avons le même pays, les mêmes terroristes, le même territoire, moins d'argent, mais nous arrivons à faire des exploits, c'est parce que le leadership, autrement dit la façon de travailler, a changé. Tous ceux qui participent à la décision au Mali ont leur avis à donner et in fine, c'est celui qui parle au nom de tout le monde qui tranche et c'est à cela que nous nous en tenons tous. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de cacophonie dans le travail que nous faisons. Je voudrais donc féliciter de façon particulière les collaborateurs du président, parce que le fait de suivre ces cérémonies leur permet de faire une opinion qui va au-delà des simples rapports qu'ils lisent ou de leur connaissance antérieure. Monsieur le représentant du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales au Mali, vous avez cité l'ancien ministre du domaine, le ministre Tchemogo Sangaré. Je voudrais le saluer, le féliciter. Vous savez, chaque fois que moi je vois un ancien ministre dans les cérémonies, ça me réjouit toujours. Parce que j'ai toujours dit que la construction d'une nation ne se fait pas d'une génération spontanée. C'est toujours les acquis et les erreurs des générations précédentes qui sont incarnées par les ministres en exercice. Et donc, chaque fois que nous parlons d'un sujet, il est toujours bon de savoir les avis de ceux qui ont été au poste ou ceux qui ont la formation nécessaire, même si on a une appréciation sur la période. Parce que d'une façon générale, l'expérience a montré que quand les Maliens sont à des postes, ils font de leur mieux. Il y a souvent des déviations qui ne dépendent pas d'eux, qui dépendent des décideurs politiques. Je le sais et je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je voudrais le féliciter de façon particulière d'avoir pris son temps pour être présent ici. Il va être d'une grande utilité pour les travaux auxquels il va assister. Monsieur le Président de l'Ordre des géomètres et experts du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants du Maroc, invités d'honneur, je les ai reçus hier. J'ai dit ce que je pense de la coopération entre le Mali et le Maroc, qui pousse ses racines
loin dans l'histoire du Mali, au-delà de certaines relations qui ont été fondées juste après les indépendances. Et les sommets que ces relations, les summums qu'ils ont pu atteindre dans les différentes situations en Afrique, j'en ai largement parlé hier. Et même dans la crise que le Mali vit, le Maroc occupe une place particulière. Parce que c'est là sa façon d'aborder ces questions qui n'est pas critiquable du point de vue des autorités maliennes. Je voudrais donc les saluer de façon particulière d'avoir fait un grand déplacement dans notre pays. Mesdames et messieurs, les représentants des ordres de géomètres des pays amis et frères, vous savez, comme on dit, les amis, on les choisit, mais les frères, on ne les choisit pas. Quelqu'un est votre frère, s'il est de votre maman ou de votre père, ça s'impose à vous. Mais entre nous ici, nous sommes des amis et des frères. Et être au Mali aujourd'hui, c'est un acte de solidarité, c'est un acte de foi pour nous. Au moment où certains s'évertuent à faire croire que le Mali est isolé. Rarement, en République du Mali, il y a eu autant de conférences internationales que cette année. Celle-là en est une. Je voudrais donc vous saluer, vous remercier et transmettre à vos autorités que nous sommes amis et frères à tous les Africains. La seule chose que nous avons demandé, c'est que de laisser chaque pays suivre la voie qu'il choisit. Que personne ne nous dicte ce que nous devons faire. En dehors de cela, nous considérons, et d'ailleurs je sais que les peuples pensent comme ça, tous les pays africains sont des frères, d'autres des voisins, des amis. Je considère donc que votre présence ici, c'est une marque de solidarité vis-à-vis de la République du Mali. Parce qu'en réalité, c'est très simple que les autorités politiques donnent des instructions, vous dites de ne pas aller au Mali. Mais si elles ont laissé venir, certainement qu'elles ont une appréciation positive. Mesdames et messieurs, les chers invités et distingués invités, c'est avec réel plaisir que je prends cet après-midi la parole à l'occasion de l'ouverture de la semaine des géomètres experts du Mali. Permettez-moi, au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi qu'à mon nom propre, de souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie et un agréable séjour aux délégations étrangères présentes à Bamako pour prendre part à cet important événement. Je voudrais également saisir cette opportunité pour exprimer la gratitude du gouvernement du Mali à l'endroit de l'ordre des géomètres experts du Mali pour l'initiative de l'organisation de cet événement avec comme thème, je cite, « La sécurisation des droits fonciers est essentielle pour stimuler l'investissement et la croissance économique ». Fin de citation. Je demeure convaincu que la mise en œuvre des recommandations qui en sortiront contribuera à l'amélioration de la gouvernance foncière en République du Mali. Le gouvernement, par ma voix, remercie les délégations étrangères qui ont toutes fait le déplacement en République du Mali. Mesdames et messieurs, concernant ces délégations, je crois déjà dans l'introduction, j'ai déjà parlé, donc cette partie du texte, je vais la sauter. Nous apprécions à sa juste valeur la présence de nos frères et amis africains. Nous sommes un pays singulier. Chaque fois que les Africains se retrouvent autour de nous, nous en flattons. Dans toutes nos constitutions, depuis l'indépendance, les régimes militaires, les partis uniques, les systèmes multipartisans, et aujourd'hui,
il est régulièrement inscrit deux choses qui ne sont pas négociables. Que le Mali a proclamé son indépendance le 22 septembre 1960, que le Mali est prêt à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté au nom de la réalisation de l'unité africaine. C'est écrit en noir et blanc, clair, dans notre Constitution. Et quand on regarde tout au long de l'histoire, tous les Africains sont fiers de l'histoire du Mali, parce que c'est leur histoire aussi. Toutes les grandes entités étatiques que l'Afrique de l'Ouest a connues tout au long de son histoire, leur berceau, c'est le Mali. Et donc un Sénégalais, un Guinéen, un Ivoirien, un Nigérien, je m'excuse d'en oublier certains, Burkina, tout pays africain est malien chez lui. Il y a une année, pour la petite anecdote, où il y avait des grands bandits qui terrorisaient les populations. C'est un phénomène qu'on ne connaissait pas. Dans les années 85-86, le président donc a mis sur place une cellule spéciale pour mettre fin à cette histoire et mettre hors d'état de nuire les principaux meneurs dans le délai d'une semaine. Et lorsqu'ils ont été neutralisés, vous savez, il y a un officier qui a commis l'erreur de donner les nationalités des gangsters qu'ils ont pris. Mais il a été limogé, parce qu'au Mali, c'est interdit. Il y a aussi des Maliens gangsters. Donc venir stigmatiser un pays en disant que les bandits viennent d'un pays, ce n'est pas concevable chez nous. Parce qu'au Mali aussi, il y a des bandits et il y a des gangsters. Ce n'est pas parce que celui qui a été incriminé est d'une nationalité donnée que son nom va être donné publiquement. C'est un indice pour dire que chez nous, les Africains sont tous égaux. Et c'est ça notre ligne. C'est ce qui est dans l'ADN de tout Malien. Et c'est pour cela d'ailleurs, lorsque les Africains par procuration se sont mis à nous sanctionner à la demande d'une puissance étrangère, vous avez vu la mobilisation générale des Maliens pour défier cette mesure unique de la communauté internationale. Et finalement, en voulant briser l'aile du gouvernement de transition, on a touché à la fierté des Maliens qui se sont mobilisés plus que jamais dans l'histoire de notre pays. Le 14 janvier 2022, jamais dans l'histoire du Mali. Et ce jour a été retenu par le gouvernement comme le jour de la souveraineté retrouvée. Tout cela, je reviens sur tout ça, c'est peut-être des petites leçons, mais ça permet de comprendre l'état d'esprit des Maliens. Mesdames et messieurs, c'est conformément aux dispositions de la loi du 20 mai 1997, modifiée, régissant la profession de géomètre expert. Le géomètre expert est le technicien auquel la loi réserve le privilège de lever et de dresser à toute échelle les documents photographiques en plan ou en nivellement des fonciers en surface et en sous-sol. La mission du géomètre expert comprend tout ou partie des prestations ci-dessous. La conception de toute opération ou étude se rapportant à l'évaluation, au partage, à la mutation ou à la gestion des biens immobiliers. L'exécution de toute opération d'expertise ressortissant des mêmes attributions. L'établissement des procès-verbaux, plans de bornage et autres plans destinés à être annexés à des actes authentiques, judiciaires ou administratifs pour constat, état des lieux ou division en biens fonciers. Mesdames et messieurs, le Mali, à l'instar d'autres pays d'Afrique, présente aujourd'hui une image dynamique où apparaissent
des progrès, mais aussi des difficultés, notamment dans la gouvernance du foncier. Le président de l'Ordre vient opportunément dans son discours d'en faire cas. Le rôle des géomètres, experts du Mali, dans la promotion de la croissance économique et du développement durable est de plus en plus connu dans les pays, à travers notamment l'accès sécurisé à la terre, qui est au cœur des enjeux économiques, politiques, sociaux et environnementaux. Ces enjeux doivent trouver un équilibre entre les droits et les responsabilités des acteurs et tenir compte des règles et des droits locaux évolutifs dans une vision à long terme. Mesdames et messieurs, distingués invités, les activités de la semaine aideront certainement à contribuer à la gouvernance foncière bonne à travers des échanges d'expériences des experts venus de différents pays. L'objectif principal de cette semaine étant de promouvoir des dispositifs de sécurisation foncière respectant la diversité des droits au service d'un développement équitable et durable. J'ose espérer que des échanges d'expériences des experts venus de différents pays, les participants sortiront bien outillés pour garantir la bonne gouvernance et la sécurité foncière. Mesdames et messieurs les invités, venus de loin et de près, mesdames et messieurs les Maliens, vous savez, un gouvernement a toujours forcément une action holistique qui concerne tous les domaines. Et l'actualité oblige, c'est important que certaines décisions gouvernementales qui sont querellées dans l'opinion, à justice d'ailleurs, fassent l'objet d'explications claires, surtout lorsqu'il y a une campagne médiatique intérieure et extérieure concernant ces événements. Il s'agit de deux grandes décisions que le gouvernement vient de prendre successivement. Premièrement, la suspension des partis politiques et des activités politiques des associations et la dissolution d'une organisation à caractère politique. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des prises de position politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays, notamment, et on le comprend, de la part de certains responsables politiques, de certaines associations, mais surtout, ce qui est plus étonnant, de la part de certaines organisations internationales, comme l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne. À ce sujet, je voudrais préciser, à l'intention de tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est choisir. Gouverner, c'est décider. Et gouverner, c'est d'assumer sa décision face à l'opinion publique nationale et internationale. Eh bien, pour atteindre des objectifs chez certains, sous le couvert de la démocratie, en réalité, vous déstabilisez la transition. Un pouvoir politique, vous le savez, vous le défaire historiquement, il y a deux façons. Soit on fait une fissure au sommet, les dirigeants se mettent à se bagarrer, en ce moment le régime s'affaiblit, ou bien on coupe les dirigeants de la base, et la base se révolte contre le sommet. C'est les deux voies pour faire tomber les régimes. Au Mali, le président nous répète régulièrement que le centre de gravité de la transition, c'est le peuple. Donc c'est très clair chez nous. La deuxième chose, vous voyez dans tous les réseaux, dans les communications, de l'extérieur comme de l'intérieur, combien de tentatives y a-t-il eu pour faire la fissure au sommet? Ça n'a pas marché. Donc à ce niveau, tout marche bien. Donc maintenant, ce qu'on utilise, c'est essayer quelque chose à quoi les Maliens sont habitués. Quand ils en sont privés,
c'est d'en parler beaucoup. Une partie de l'opinion publique, peut-être à juste titre, c'est pour cela que ceux qui sont contre cette décision, je mets leur débat dans le cadre d'un débat démocratique. Pour ceux qui sont de bonne foi, parce que certains, je le sais, ne sont pas de bonne foi. Mais une grande majorité de très bonne foi, et c'est à juste titre qu'elle décide de contester la décision. Mais gouverner, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est de choisir et décider et assumer sa décision. Par contre, ce qu'on appelle la communauté internationale, en réalité, elle a son agenda. L'agenda, c'est de déstabiliser le Mali. L'agenda depuis plus de 20-30 ans, c'est d'aboutir dans 20-30 ans à la partition programmée du Mali. J'avais expliqué hier que ce qu'on appelait les forces internationales, lorsqu'elles venaient au Mali, on nous a dit qu'elles venaient premièrement pour combattre le terrorisme en 2013. Le terrorisme était confiné au nord du Mali. 7 ans après, malgré la présence de 50 000 forces étrangères sur notre territoire, le terrorisme a pris 80% du territoire. Il s'est étendu dans la zone, dans le golfe de Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, au Togo. Le terrorisme n'était pas au Niger et au Burkina en 2013. Donc la première hypothèse, elle est fausse. On nous a mis des lunettes en bois, comme je dis, pour qu'on ne voit rien, pendant qu'ils font avancer leurs pions. Deuxième chose, on nous a dit que l'objectif de l'intervention de la communauté internationale, c'était de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il est de notoriété publique aujourd'hui que ce sont les dites forces internationales qui ont interdit à l'armée malienne de rentrer dans la région, dans la ville de Kidal, créant ainsi du coup une enclave, un État dans l'État. Donc la théorie d'imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble des territoires, elle est fausse. C'était aussi des lunettes en bois qu'on nous a mis sur les yeux. En attendant 20-30 ans, quand tous les dirigeants vont disparaître, les nouveaux ne connaissant pas l'histoire, la partition du Mali allait s'imposer et de fait, elle allait être acceptée. Et enfin, on nous a dit que l'intervention de la communauté internationale, c'est pour l'application correcte des résolutions des Nations Unies. Toute analyse faite, nous nous rendons compte que les dites résolutions, quand vous les lisez, elles changent d'année en année, de semestre en semestre, exactement que vous changez votre chemise lorsqu'elle est sale. Là aussi, c'était des lunettes qu'on voulait nous mettre. Donc les trois combinés, nous allons rester comme ça, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. Ceux qui dirigent aujourd'hui vont disparaître, soit atteints par l'âge, ils seront morts, ou pour d'autres raisons. Et les nouveaux, ne connaissant pas l'histoire, cherchant juste à bien vivre, la partition du Mali allait s'imposer de fait. Et c'est pour cela que j'invite souvent mes compatriotes et nos amis aussi qui nous comprennent. Nous ne nous justifions pas, nous expliquons, parce que nous avons pris la décision et nous allons l'assumer. J'explique simplement qu'il est toujours bon que ceux qui soutiennent la transition aient de bons arguments pour comprendre les décisions du gouvernement. Ceux qui ne soutiennent pas la transition, qui sont des Maliens, doivent avoir aussi des explications. À charge pour ceux qui sont de bonne foi de changer de position, et ceux qui ne veulent pas, bon, c'est leur droit. Ce qu'il y a en réalité, c'est que dans chaque pays, c'est les réalités du pays qui sont prises en compte pour décider. L'exemple le plus frappant, en Europe, il y a 2 pays qui sont en belligérance, l'Ukraine et la Russie. À l'heure arrivée des élections, le président ukrainien dit qu'il ne fait pas d'élection parce que son pays est en guerre. Il a même dissous des partis d'opposition. En Europe,
Personne n'a protesté. L'ONU n'a fait aucun écrit. Les opposants qui parlent au Mali n'ont pas protesté non plus. Mais l'autre pays qui est en belligérance, la Russie, a fait ses élections. Ils n'ont eu qu'à critiquer la façon dont les élections se sont passées. Donc, il faut laisser chaque pays, en fonction de sa réalité, décider de ce qu'il doit faire. Mais la réalité au Mali, c'est que dès le début de la rectification de la transition, dès le 7 juin 2021, au Mali s'est dégagé deux camps. Il y a ceux qui disent « faisons les élections tout de suite ». En réalité, c'est comme continuer l'ancien système. Donc on allait avoir un président et des institutions faibles, intrinsèquement incapables d'imposer la souveraineté de l'État malien. Parce qu'ils allaient continuer dans le même système. L'autre camp, c'est ceux qui ont choisi de restaurer l'autorité du Mali, la souveraineté de l'État malien et sauver la vie des Maliens. Voici les deux camps dès le lendemain de la rectification. Eh bien aujourd'hui, sous le couvert de la critique de ces mesures qui ont été prises, nous entendons beaucoup de choses. Et imaginez-vous, quand il y a eu l'attaque contre le bateau de Tombouctou, il y a plus de 600 morts. Est-ce que vous savez que la CEDEAO s'est réunie? Elle n'en a même pas fait cas. L'Union africaine n'en a même pas fait cas. Au Conseil de sécurité, ils n'ont même pas pu s'entendre pour adopter un communiqué de présentation de condoléances au président du Mali. Ça veut dire que les Maliens doivent comprendre que la vie des Maliens, pour certains, ne vaut rien. Il faut donc prendre notre destin en main. Et c'est ce que nous avons décidé. Vous savez que cette attaque, elle a été faite par des sponsors des mouvements terroristes. L'objectif, c'était de révolter la population civile contre les dirigeants, donc couper le sommet de la base. Mais ce qu'ils ont oublié, et je l'ai dit à des diplomates que j'ai rencontrés, c'est que ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, celui qui est à la tête du Mali et son équipe, ils ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de ce qu'eux y croient. Et donc, leur mesure a été contrée de façon intelligente. À cette occasion, d'ailleurs, j'ai salué et félicité les populations du Nord pour n'être pas tombées dans le piège. On a tué plus de 600 personnes. L'embargo du Tombouctou, révolte à Gao. Mais les populations, la tête froide, ont maintenu le cap. Et l'État, nous avons continué. Finalement, ce qui devait arriver est arrivé. Ce qui semblait impossible, le détricotage de ce qu'ils appellent les forces internationales, qu'on a installées chez nous pour nous endormir et à dose homéopathique nous anesthésier et faire passer le Mali pour un pays divisé. On a déplacé les problèmes au centre. Ce n'était pas dans la mission de l'aménagement au départ. Les Peuls et les Dogons qui se tuent. Et vous voyez l'intensification actuellement de ce qui se passe à Bandiagara et Bankas. Je peux donner la garantie que les hautes autorités ont entendu le message, le cri de cœur de ces populations. Parce que nous savons pourquoi tout cela se fait. C'est fait pour pousser les uns contre les autres. Sinon, la présence de l'aménagement, ce n'était pas prévu au centre. Mais pour revenir aux forces internationales, nous avons compris qu'il fallait détricoter cette chemise malsaine qu'on a mise sur notre tête. Takuba est parti, G5 est mort de sa belle mort, Barkhane a été chassé par les populations de Gao parce qu'il s'apprêtait à rentrer dans des combinaisons qu'on ne comprenait pas. Les forces politiques et sociales de Gao conscientes se sont organisées et les ont fait partir sans que notre armée n'ait besoin d'un affrontement dont l'issue n'était pas connue. C'est pour cela d'ailleurs que c'est à la frontière qu'ils ont dit qu'ils sont partis. Ils ont même oublié certains équipements. On est venu au papa maintenant, c'est l'aménagement. Quand nous avons décidé de les faire partir,
Même à New York, on nous a dit que ce n'est pas possible que nous faisions de la fanfaronnade, parce qu'en RDC, depuis 2018, il avait été demandé aux forces internationales de quitter, mais elles sont toujours là. Notre président, notre ministre de la Défense, nos chefs militaires, notre armée, que j'ai qualifié de monébodéum, pour ceux qui ne comprennent pas, Bambara là. Quand vous avez la colère, l'humiliation à l'intérieur, c'est lui qui vient vous l'enlever. C'est ce qu'on appelle les monébodéums en Bambara. Donc ces monébodéums-là ont décidé d'arriver à Kidal, de défaire tous les sanctuaires des terroristes. Depuis 2012, l'État malien n'était pas arrivé à Néfis. Nous y sommes rentrés sans combat d'ailleurs, parce qu'ils ont compris ce qui se préparait. Quand nous sommes arrivés à Kidal, ce qu'on appelle les forces internationales ont cru nous jouer un tour. Nous nous sommes rendez-vous, parce que quand on a quitté New York, ils ont cru que c'est comme les Africains, on dit des choses et puis on continue. Nous avons dit non. Nous allons nous asseoir. Il y aura un retrait ordonné, coordonné et supervisé par notre armée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir perdu Ber, qui était leur nœud, où l'État était absent depuis 2013, où les populations étaient soumises à payer des impôts à un pouvoir illégitime et illégal, lorsque nous avons défait ce nœud-là, qu'est-ce qui est arrivé à Kidal? On se donne rendez-vous à 10h avec la MINUSMA pour appliquer les triptyques dont je vous ai parlé, ordonné, retrait, ordonné, coordonné et supervisé par notre armée. On nous dit qu'ils sont partis depuis 6h. Et on dit, mais ça c'est quoi ça? Vous quittez, vous ne nous avisez même pas, alors que vous êtes venus soi-disant pour nous protéger. On nous dit non, ils disent qu'ils sont en insécurité. Mais toi tu viens me sécuriser, toi tu es en insécurité, mais ça c'est quoi ça? Mais finalement, on s'est rendu compte que ça c'était la poudre aux yeux. En réalité c'était pour nous tromper. Toutes les armes lourdes qu'ils avaient, les blindés les ont transmis aux terroristes, nuitamment. Et quitté. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que notre armée s'est dotée depuis la rectification. Et comme j'ai dit, c'est le même pays, la même armée, les mêmes militaires. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership et la façon de gouverner. Donc nous avons ciblé le même jour. Toutes les armes lourdes qu'ils ont remises aux terroristes, on les a détruites. Point à la ligne. Ce qui s'est passé après, c'est que certains de leurs dirigeants ont pris la fuite. Certains sont allés au Maroc. Quand ils se sont mis à parler, les Marocains leur ont dit attention, ne parlez pas surtout du Mali. Si vous voulez vivre, restez tranquille. Et depuis, on les a plus entendus parler. D'autres sont allés à Paris. Ils ont fait des réunions avec les services secrets. Puis ils sont revenus dans un pays voisin qui nous dit venez négocier chez nous. Et vous hébergez des terroristes, vous leur créez une base et vous nous dites de venir négocier. Mais ça, c'est quoi ça? Nous avons dit que c'est terminé. On a fait les accords de Tamaracet, on a fait plusieurs types d'accords. Il n'y aura plus d'accords hors du Mali. Si c'est à Kidal, on fait les accords. Si on veut, on va à Kaï. Si on veut à Bougouni, on peut même aller chez les Dogo à Bandiagara faire des accords. En tout cas, ce qui est sûr, il n'y aura plus d'accords en dehors du Mali. Et on en est là aujourd'hui. Après, certains sont allés faire ce que j'ai appelé la danse des diables à notre frontière, en faisant des exercices militaires. Nous avons regardé. Bon, c'est un droit de chaque État de faire ses exercices militaires. Donc nous n'avons rien à dire. En tous les cas, le fait de soumettre le Mali et d'en faire un État vassal, que tout le monde l'entende, c'est terminé. Que vous soyez en Europe, en Afrique, à Diapaga, dans le cosmos, c'est terminé. Vous travaillez avec nous, vous respectez les principes qui sont édictés dans notre Constitution. Premièrement, vous respectez, vous êtes convaincu qu'on est un État souverain. Vous respectez notre souveraineté. Deuxièmement, nous avons le libre choix de nos partenaires stratégiques. Personne n'a à nous dire, allez-y à gauche, allez-y à droite, allez-y tout droit,
ils croient qu'on a des lunettes en bois d'avant là. C'est fini, ces lunettes-là sont cassées, ce n'est plus là. Nous, on va là où nous voulons. Troisième principe, tout cadre, toute personne qui gère des dossiers du Mali doit se poser la question. Dans l'acte que je pose, est-ce que les intérêts supérieurs du peuple malien sont sauvegardés? C'est à partir de ces trois principes que nous collaborons avec tous les pays du monde. Nous n'avons pas de pays ennemis. A priori, nous sommes un pays ami à tout le monde. Mais avec le respect de ces trois principes. Celui qui les respecte, alas, mais celui qui veut nous transformer en État vassal, je crois qu'il est dans le siècle passé. Et il vaut mieux qu'il revienne au XXe siècle, au Mali avec des nouveaux dirigeants, et des futurs dirigeants, je pense qu'ils vont continuer la même chose. Je voudrais donc rappeler que c'est en dehors de ces principes, lorsque l'armée malienne a pris Kidal, nous sommes conscients que pour gagner la guerre, c'est peut-être une minorité de gens déterminés. Mais la paix, elle est plus difficile à construire que la guerre. La paix, c'est tout le monde. Et c'est pour cela que dès le lendemain, le président de la transition a pris une décision hautement politique, historique et même stratégique, d'installer ce qu'on appelle le comité de dialogue intermalien, pour appeler tout le monde, ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui étaient neutres. Venez, on se parle pour convenir comment reconstruire notre pays. Parce que nous ne voulons pas donner l'impression qu'on a gagné et c'est fini. Le Mali a déjà expérimenté ça plusieurs fois. Quand on vient à la tête du pays, on pense qu'on peut tout faire, jusqu'à ce qu'on vous renvoie. Donc ce dialogue intermalien est en cours. Maintenant, lorsque nous avons recouvré notre souveraineté, ceux qu'on a chassés, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de nous faire regretter et de ramener à néant ce recouvrement de la souveraineté. Et donc nous avons à l'usure. On attaque au Grand Nord, on attaque au Grand Sud, on attaque au centre pour nous étourdir et nous épuiser. Pendant ce moment, il y a toute une stratégie d'encerclement des pays de l'AES. Et nous savons que des contacts sont pris pour organiser des troubles politiques au Mali. Or, nous tirons les leçons de l'histoire. Au Mali, ici, en 2012, avant la chute de l'État, il y a des mouvements politiques qui organisent ici des meetings, des manifestations pour dire d'arrêter de se battre. Certains militaires ont été démobilisés comme ça. Même leurs parents les téléphonent de Bamako pour dire arrêtez de vous battre. Pour faire une excursion dans l'histoire, quand les bolcheviks prenaient le pouvoir en Russie, comment ça s'est passé? Quand Lénine a été exfiltré de l'Allemagne pour aller en Russie, les bolcheviks se sont organisés, ils ont défié l'armée et ils ont demandé aux soldats de ne plus se battre. Est-ce que vous savez que ça a précipité la chute de l'Empire? Ça, c'est depuis 1917. Donc, dans ce qui s'est fait là, on n'invente rien. Les gens l'ont appliqué ici en 2012. Le président était assis. Ah oui, on n'arrête personne, on n'arrête rien, on est en démocratie, jusqu'à ce que le régime est tombé. Parce que souvent, c'est sous le couvert de la démocratie qu'on détruit la démocratie. Beaucoup oublient qu'ils étaient arrivés au pouvoir par les voies démocratiques. Nous ne sommes pas naïfs. Et le président n'est pas naïf. L'équipe étudie de façon holistique avant de prendre cette décision. Et donc nous avons dit, nous n'allons pas nous asseoir jusqu'à ce que certains se mettent à faire de la campagne pour démobiliser nos militaires. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est arriver à amener l'armée à ne pas se battre. On attaque à Menaka, l'armée est là-bas. Ils vont dans un coin en Drambokan, ils terrorisent les populations là-bas pour que tout le monde se regroupe à Menaka et que l'État n'arrive pas à faire face. On attaque à Nara, on révolte les populations de Bandiagara et Bankas, on attaque au centre, l'armée est dispersée. Si des mouvements politiques s'élèvent au Mali pour demander aux soldats de ne pas se battre, mais si on continue à faire de la démocrature, ça c'est pas de la démocratie, on va se retrouver dans quelques mois avec un régime qui revient à la case de départ. Les forces internationales vont revenir faire ce qu'elles veulent au Mali, avec leurs nouveaux amis.
qui sont ultra minoritaires dans le Mali. Moi, je suis convaincu que les explications données aux Maliens, la plupart des Maliens vont comprendre. Mais il y a des gens qui ne comprendront jamais parce que nous sommes au courant de ce qui se passe. On ne dit pas que c'est tout le monde. Mais si vous sélectionnez quelques partis aujourd'hui, ou chefs de parti pour les sanctionner, vous allez avoir plus de critiques. On va dire que c'est une mesure politique. Mais quand un bâton frappe tout le monde, en disant suspendez les activités politiques, en attendant que le processus de stabilisation du pays arrive à un point de non-retour, en attendant que le comité de dialogue intermalien dépose ses conclusions, les deux problèmes combinés permettront au président de la République, au gouvernement, de façon claire, de décider et de proposer aux Maliens la marche à suivre pour l'avenir. Vous savez, je vous ai parlé de ce qui se passe au Mali. Quand vous regardez les pays qui nous donnent des leçons, ils oublient que les choses ont changé. Il y a quelques années, on n'avait pas pris Kidal. Les Maliens, si vous les demandez, les 90% vont vous dire que ce n'est pas possible de prendre Kidal. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'on lui a dit depuis 2016, arrêtez de vous battre. Personne ne pourra faire quitter la France au Mali. Donc, passez votre temps à être ministre ou président, vous passez un autre vient. D'ici 20-30 ans, tous ces gens-là vont disparaître. Eux, ils feront ce qu'ils veulent. Parce que ce qu'il y a chez eux, c'est que les lignes directrices de leur politique extérieure ne changent pas. La volonté de diviser le Mali résulte d'une loi qui a été votée en 1957 et qui n'est pas encore abrogée pour diviser le Mali. Une première tentative a été faite à la veille de l'indépendance. Ça n'a pas marché. Donc, ils restent dans leur ligne. Ils cherchent à avoir des dirigeants faibles ou qui n'ont pas une lecture historique des problèmes. Mais eux, ils ne changent pas. Mais quand c'est chez eux, en 1945, quand De Gaulle a pris le pouvoir, quand il a formé son gouvernement, la première tâche, vous savez, c'était quoi? C'était de nettoyer la France de toutes les poches du fascisme. Ce n'est pas pour aller à des élections, ce n'était pas sa priorité. Récemment, il y a quelques jours, il y a un parti qui a voulu faire un meeting pour soutenir les Palestiniens, mais Macron a interdit. Mais pourquoi on n'a pas parlé d'atteinte à la démocratie? Parce qu'il dit que ce n'est pas leur guerre, les Palestiniens, on peut les tuer, pour eux, ce n'est pas important. Il a interdit un parti qui est à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas pu faire leur meeting. Vous prenez l'Angleterre, parce que les pays qui nous donnent les leçons, là, je vais les prendre un à un, qui sponsorisent ces machins, ONU, OIA, CEDEAO et autres là. Mais en 1917, Churchill était ministre des armées, ils étaient en guerre. La grève, c'était un droit constitutionnel. Les ouvriers des usines d'armement qui ont voulu aller en guerre, il leur a dit, c'est très simple. Le lendemain, tous ceux qui ne seront pas à leur poste de travail, ils auront l'honneur d'aller combattre au front pour défendre l'Angleterre. Le lendemain, tout le monde était à son poste. Personne n'a parlé d'atteinte à la démocratie. Les États-Unis eux-mêmes, parce que c'est de là-bas que viennent ces machins-là, avec quelques ambassadeurs qui s'agitent ici. Mais là-bas, le Patriot Act, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont compris que le communisme risque de les envahir et renverser leur régime, maintenant, voté le Patriot Act. Quand on t'accuse d'être communiste, même si c'est faux, on vous emprisonne. Ils n'ont pas parlé de démocratie, ils ont parlé de la survie de leur pays et de leur régime. Le dernier, le Patriot Act, a été revoté après les attentats l'attentat où il y a eu les morts de septembre. Mais on a voté, c'est presque à l'unanimité des élus chez eux. On a voté une loi qui permet aux services de sécurité, sans l'avis d'un juge, d'accéder à toutes les informations. Les banques, toutes les organisations n'avaient plus de droits, il n'y a plus de secrets pour les services de sécurité. Et toute personne qui est considérée comme quelqu'un qui dénigre leur État, leur président, était frappé par cette loi. Mais lorsque des organisations écrivent à l'ONU, à l'Union africaine, pour dire de condamner, de ne pas reconnaître les autorités qui sont au Mali,
Quand une organisation dit qu'elle ne les reconnaît même pas, on dit que c'est la démocratie. Mais chez eux, ce n'était pas la démocratie. Donc, j'ai dit qu'on arrête de nous donner des leçons. Parce que les donneurs de leçons là sont les plus mal placés. Chaque fois que l'ordre institutionnel, le régime en place est menacé, ils ont pris des nouvelles lois. Et personne n'a trouvé à redire. La réalité, c'est que nous avons une équipe qui a décidé d'imposer la souveraineté du Mali et préserver la vie des Maliens. Ils ont trouvé des gens qui disent « allons-y faire des élections tout de suite » pour qu'on élise des institutions et un président qui seront intrinsèquement faibles. Ils ne pourront pas tenir et on va revenir en arrière. Comme je vous ai dit, gouverner, c'est décider. Gouverner, c'est assumer sa décision. Gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement a prévu. Le gouvernement a des informations. Le gouvernement a décidé. Le gouvernement a choisi de décider et il assume sa décision. Seulement, il faut bien l'expliquer aux Maliens. Parce que quand ils ne sont pas habitués à quelque chose, quand vous touchez à une association, au Mali, effectivement, ce n'est pas une habitude. Il y a des gens au Mali qui sont devenus célèbres en quoi faisant, en partant dans les radios et dénigrant des personnalités. Ils n'ont pas de parti, ils n'ont pas d'association. Mais c'est au nom de la démocratie. Ça, c'est terminé. Si vous voulez dénigrer quelqu'un, vous choisissez les éléments. S'il est dans une fonction publique, vous n'êtes pas d'accord, vous le dénoncez par les voies appropriées par la loi. Mais on ne peut pas utiliser la démocratie. Recruter un mouvement qui dément, qui dit qu'il ne reconnaît plus le gouvernement au Mali, qui écrit pour dire de sanctionner le gouvernement. Ce qui ne se fait pas chez eux, on nous dit de le faire. Est-ce que vous savez que sous le couvert de la démocratie, il y a des ONG au Mali? On s'est rendu compte qu'en réalité, ils financent le terrorisme. On a 37 000 mouvements qui n'ont pas de récépissé. On s'est rendu compte que même ceux qui ont les récépissés, beaucoup agissent pour les terroristes. Je vous donne un seul exemple. Il y a une organisation qu'on a dissoute récemment. C'est une ONG, dans les statuts, elle s'occupe de la zone de Caille à Tombouctou. Elle s'occupe des forages, des maraîchages, et ainsi de suite. On se rend compte maintenant qu'en réalité, l'ONG agit à Kidal, qui n'était pas dans son périmètre. L'ONG s'occupe d'actions humanitaires, qui n'étaient pas dans ses statuts. Et l'argent était distribué au mouvement terroriste en douce. Et tout mouvement qui dit qu'il ne fait pas, on élimine son dirigeant. Et on recrute des collabos qui travaillent pour détruire l'État malien. Le Mali, le gouvernement a décidé, grâce à nos forces armées de sécurité, grâce à notre justice, de détricoter ce tissu malsain-là, pour que les Maliens prennent leur destin en main. La vie des Maliens compte plus que tout autre. Les élections sont un élément pour asseoir la démocratie, mais ne peut pas précéder la vie des citoyens. Je voudrais vraiment que les uns et les autres comprennent cela, et qu'en dehors de cela, il n'y a rien. Certains se mettent à mentir. J'ai entendu des propagandes, je ne vais pas donner des noms pour ne pas stigmatiser des personnes qui disent que la limitation de la transition, c'est dans la charte révisée et que le gouvernement viole la charte. Cette personne, moi je peux donner son nom, mais je ne vais pas la donner ici. Mais c'est faux et c'est divisé à grands traits dans le monde entier pour dire qu'il y a un gouvernement illégal au Mali qui viole sa constitution, qui viole la charte révisée. Alors que la charte révisée dit très bien que la durée de la transition est définie par les assises nationales. Les assises nationales ont dit que la transition doit aller entre 0 et 10 ans. La transition a choisi 5 ans comme base de négociation. Mais le monsieur, il dit sur cette radio internationale que c'est dans la charte révisée qu'on a fixé la date, la fin du gouvernement. Et que le gouvernement n'ayant pas respecté, eux ils sont vent debout
parce qu'ils veulent faire respecter les lois. Et c'est diffusé à grands traits. Moi, je prends soin d'écouter toutes ces radios, même celles qu'on dit interdites au Mali. On a les moyens de les écouter. Donc, le monde entier, le reste du monde, est intoxiqué par rapport à la situation qui est au Mali. Quelqu'un qui est dans un pays ami, il va dire, mais ce gouvernement-là, eux-mêmes, ils violent leur constitution, ils violent leur charte de parti. J'ai dit qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont qu'à attendre. Nous, là, on clignote à droite, on va à droite. Ils croient, et ils nous attendent à gauche, là, ils ne vont pas nous voir. C'est ce que j'ai dit au président de la CEDEAO ici. Quand il nous a dit que maintenant que vous devenez Premier ministre, on va vous avoir. J'ai dit, mais comment? Il dit, on vous attend. J'ai dit, où vous m'attendez? Il dit qu'il m'attend au tournant. J'ai dit, mais moi je ne tourne pas. Je vais tout droit. Donc si vous m'attendez au tournant, vous ne me verrez pas. Donc c'est un monsieur là, avec les radios internationales, ils n'ont qu'à continuer. Nous, on va tout droit, on ne clignote pas. Donc ce sont ces explications que je voulais vous donner, chers camarades, parce que vous êtes venus de pays africains où beaucoup vont vous demander, mais vous êtes allés au Mali, mais c'est comment là-bas? Comment vous avez vu les gens? Est-ce qu'au Mali même on peut se promener en ville? Parce que quand vous entendez ce qu'ils disent sur notre pays, vous allez croire que dès l'aéroport, vous rencontrez le terrorisme. Le Mali est plus en paix que beaucoup de pays qui se font passer comme des donneurs de leçons. Tout ce que nous avons dit, celui qui veut se laisser manipuler, c'est son affaire. Nous ne nous en mêlons pas, mais personne ne va nous manipuler. Vous savez que récemment, je termine par ça, il y a un haut chef militaire français qui était devant le Sénat. Et vous savez ce qu'il explique? Il dit, oui, si vous voyez qu'au Niger, au Mali, au Burkina Faso, on ne contrôle rien, c'est passé depuis des années, on n'invite pas des militaires en formation chez nous. Et si un Sénat, ils ont encore 40 bourses à 4 pays africains, je ne vais pas les nommer, mais je sais pourquoi ils les ont envoyés. Ces militaires-là, ils vont aller en formation, pourquoi? En fait, ils font d'un bâton plusieurs coups. Quand ils reviendront, ils vont faire des pressions sur les dirigeants en place. Si vous ne faites pas ce que nous voulons, on va vous renverser. 2, dans beaucoup de pays, vous savez, ils ont travaillé l'ADN des gens. Quand on dit que la France est contre un pays, on dirait que c'est Dieu qui est contre vous. Il y a des pays, quand on leur dit qu'il y a des militaires français qui n'accepteront pas que le régime change, les opposants ne vont plus manifester. Parce que même si on tue 100 d'entre eux, on ne dira rien. On intimide l'opposition. On intimide les militaires de ce pays-là. On leur disait que si jamais vous intervenez, on va vous renverser, comme on a fait au Gabon dans les années, au lendemain des indépendances. Donc d'une pierre, on fait 2 coups. On envoie 10 dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas citer, et on envoie 10 dans un pays d'Afrique de l'Est. Mais nous, nous suivons tout. Personne, je dis bien, même s'il va sur les antennes pour appeler au meurtre de nos dirigeants. Moi, j'ai vu ça aussi. Est-ce que vous imaginez dans un pays des gens qui vont dans les médias appeler au meurtre des dirigeants d'un pays? Tout cela se fait parce que c'est eux qui se permettent ça. J'ai demandé d'ailleurs au ministre de la Justice de documenter tout ça. Ces messieurs-là, nous allons les poursuivre un jour. Inch'Allah. Donc, nous avons un État qui a décidé de s'assumer pendant un moment pour rétablir l'État malien. Une fois l'État malien rétabli, les Maliens s'en sont parlé, la voie royale sera ouverte à tout le monde. Mais toutes les organisations clandestines, là, nous allons les détricoter une à une. Personne ne viendra sous le couvert de la démocratie désorganiser notre État. Nous n'allons plus l'accepter. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je veux que cela soit très clair, qu'il n'y a aucun complexe que qui que ce soit. Parce que depuis qu'on dit qu'on a suspendu des partis, il y en a qui me disent, ah, tu sais, il ne faut pas t'afficher, c'est une mauvaise décision, parce que ton nom va être gâté au Mali. Ah, je dis que mon nom est déjà gâté, parce que ce gouvernement-là, pour qu'il marche, il a fallu quelqu'un dont le nom soit gâté. Parce qu'au début, la personne ne comprenait ce qui se passe. On disait qu'il est clivant. Le ministre français de la Défense dit qu'il est clivant. Les journalistes disent qu'il est clivant. On dit que notre ministre des Affaires étrangères, ses yeux brillent à la télé.
Et au lieu de regarder ce qu'il dit, on regarde ses yeux. Donc nous là, nos noms sont déjà gâtés. Mais nous travaillons pour le Mali. Voilà ce que je voulais vous dire, chers camarades. Et merci beaucoup. On applaudit le Premier ministre.